Tu sais, mon Dieu, je l'ai emmené en cure de désintoxication d'innombrables fois. À chaque fois, il a montré des signes d'amélioration, réalisant de réels progrès. Pouvez-vous comprendre ce que je dis? Il allait mieux. Mais malgré tout cela, il finissait toujours par rechuter. C'est devenu un cycle sans fin, un schéma déchirant qui semblait imparable. Si vous avez déjà entendu cette histoire reprise par des millions d'autres personnes, vous comprendrez, c'est comme s'il m'avait piégé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un complot. Puis vint le moment qui allait ébranler la nation dans ses entrailles, une révélation si choquante qu'elle arrêta tout le monde dans son élan. Rick Harrison, autrefois une personnalité publique bien aimée, a été condamné à la prison à vie pour une série de crimes fédéraux graves, notamment le blanchiment d'argent. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de foudre. Les médias ont explosé de gros titres, de débats et d'accusations. De vieilles questions qui persistaient depuis des années ont refait surface. Une personnalité publique, un nom connu, s'était effondré. Autrefois homme d'affaires avisé derrière le comptoir du prêteur sur gage le plus célèbre d'Amérique, Rick Harrison est désormais incarcéré, qualifié de criminel. Mais est-ce tout ce qu'il y a dans l'histoire? Pourrait-il y avoir un complot plus profond et plus insidieux, dans lequel Rick n'était qu'un autre pion dans une conspiration bien plus vaste? Les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre, attisant la curiosité du public. Rick a-t-il réellement commis ces crimes, ou cette condamnation est-elle le résultat d'un complot méticuleusement orchestré et caché à huis clos? Se pourrait-il que la réaction brute et émotionnelle de Rick dans la salle d'audience ou son accès d'angoisse, rempli de douleur et de désespoir, ait été la clé pour comprendre la vérité? Ce fut un moment dévastateur qui a amené tout le monde à s'arrêter et à se demander, étions-nous témoins de la chute d'un homme ou du dévoilement d'une vérité cachée bien plus sombre? Avant l'automne, Rick Harrison n'était jamais qu'une personnalité typique de la télévision. Il ne venait pas de l'industrie du divertissement et n'avait pas passé des années à perfectionner son personnage devant une caméra. Rick n'avait pas de formation d'acteur et ne comptait pas non plus sur des consultants en images pour façonner son image publique. Son personnage n'a pas été construit dans un studio ou sur un téléviseur, il est né des expériences brutes de sa vie. Au fil des années d'adversité, de revers et d'opportunités inattendues, le véritable caractère de Rick a émergé, façonné par les défis auxquels il a été confronté tout au long de son parcours. Né en 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, la jeunesse de Rick a été marquée par une lutte contre l'épilepsie, une maladie débilitante qui entraînait des crises incontrôlables et un immense sentiment d'isolement. Enfant, Rick a enduré non seulement les conséquences physiques de sa maladie, mais aussi les cicatrices émotionnelles du rejet de ses pairs. La peur constante de ne pas pouvoir mener une vie normale le hantait, mais au lieu de laisser cela écraser son esprit, elle alimentait sa détermination à vaincre. Cela a allumé un feu en lui pour s'améliorer et surmonter les circonstances les plus difficiles. Lorsque sa famille a finalement déménagé à Las Vegas, Rick s'est retrouvé dans une ville qui reflétait sa propre lutte interne, brillante et éblouissante en surface, mais implacable et impitoyable en dessous. Avec son père, Richard The Elder Harrison, Rick a ouvert le Gold et Silver Pawn Shop en 1989. Ayant des ressources limitées et le rêve de changer la perception de l'industrie du prêt sur gage, Rick a décidé de faire plus que simplement survivre, il avait pour objectif de redéfinir ce que pourrait être un prêteur sur gage. Dans un monde où les prêteurs sur gage étaient souvent associés à la malhonnêteté et à l'exploitation, Rick a cherché à transformer son magasin en quelque chose de beaucoup plus significatif. Il ne s'agissait pas seulement de transactions, mais aussi d'histoire, de culture et d'histoires intégrées dans chaque objet. Sa grande rupture a eu lieu en 2009, lorsqu'History Channel a lancé une émission de télé-réalité centrée sur son prêteur sur gage. Personne n'aurait pu prédire le succès retentissant qui allait suivre. L'exposition est rapidement devenue un phénomène culturel, non seulement sur l'achat et la vente, mais aussi sur le monde fascinant des antiquités, la riche histoire des objets et la dynamique de l'entreprise familiale. Rick n'était pas seulement un homme d'affaires devant la caméra, il était un expert compétent qui pouvait évaluer la valeur d'une épée vieille de plusieurs siècles ou déterminer l'authenticité d'une pièce de monnaie romaine. Doté d'un sens aigu des affaires et d'un talent pour la négociation, Rick est devenu le présentateur de la série, équilibrant l'humour et l'histoire avec l'intelligence pratique. Pour le public, Rick représentait quelque chose de rare dans la télé-réalité, un individu solide et fiable qui n'avait pas besoin d'afficher sa richesse ou sa renommée pour être convaincant. Son charme résidait dans son authenticité, il n'était ni tape à accent grave-l'œil ni arrogant, mais plutôt accessible et perspicace. Son style de négociation, souvent mêlé de sarcasme, est devenu une marque de fabrique. Aux côtés de son père, Rick dégageait un sentiment de force tempéré par le cœur,
avec des poignées de main fermes, des conseils directs et un lien profond et indéfectible avec son mentor. Cependant, la réalité de la situation de Rick a commencé à changer lentement, mais profondément. Comme dans de nombreuses émissions de télé-réalité, le scandale s'est glissé discrètement, et lorsqu'il a finalement frappé, il l'a fait avec un poids émotionnel qui a laissé le public sous le choc. Ce n'est pas seulement la gravité des accusations qui a choqué les gens lorsque l'enquête de Rick et sa condamnation ont été révélées, c'est aussi le sentiment de trahison. Pendant des années, les téléspectateurs lui avaient fait confiance, estimant que ce qu'ils voyaient à la télévision était le reflet authentique de qui était vraiment Rick. Et quand Rick a fondu en larmes, proclamant qu'il avait été piégé, de nombreux fans n'ont pu s'empêcher de le croire. Au fond, ils ne parvenaient pas à concilier l'image de l'homme en qui ils avaient confiance avec le criminel présenté par les médias. Mais avaient-ils raison de lui faire confiance, ou leur confiance en lui avait-elle obscurci leur jugement? Le début de la chute de Rick ne s'est pas produit de manière spectaculaire, mais plutôt avec ce qui semblait être un événement banal, quelque chose qui aurait semblé trivial à l'époque, un contrôle fiscal de routine en 2018. Le Gold et Silver Pawn Shop était en activité depuis près de 3 décennies, était une attraction touristique populaire et était apparu à la télévision nationale. Il fallait s'attendre à un audit, mais celui-ci s'est avéré tout sauf ordinaire. Ce qui a commencé comme un simple examen des dossiers financiers s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus complexe. Les auditeurs de l'IRS ont découvert non seulement des écarts mineurs, mais aussi des traces d'un réseau financier tentaculaire, de transactions suspectes et d'un flux inquiétant d'argent liquide non comptabilisé. Ce qui semblait être un audit standard s'est rapidement transformé en une enquête fédérale à part entière, impliquant le FBI, le ministère de la Justice et plusieurs autres agences fédérales. En quelques mois seulement, la portée de l'enquête s'est étendue d'un examen commercial mineur à une enquête criminelle aux enjeux élevés. Les accusations étaient surprenantes. Rick Harrison et son entreprise étaient désormais liés au blanchiment d'argent, au trafic illégal d'artefacts et même à des liens avec un réseau mondial de contrebande d'antiquités volées. Les procureurs ont suggéré que Rick avait joué un rôle clé dans une vaste opération financière visant à blanchir de l'argent grâce à la vente d'objets obtenus illégalement. Il s'agissait notamment de pièces de monnaie grecques antiques, de statues égyptiennes, de peintures médiévales et de reliques culturelles de groupes autochtones, toutes vendues dans son magasin, souvent transmises par des intermédiaires et parfois attribuées à des fouilles illégales ou à des collections de musées volés. Ce qui a donné à cette affaire une importance nationale et internationale n'était pas seulement la nature des objets impliqués, mais aussi l'ampleur choquante du réseau de contrebande. Il ne s'agissait pas seulement d'un prêteur sur gage, c'était une porte d'entrée vers un commerce clandestin beaucoup plus vaste et plus sinistre, s'étendant sur plusieurs continents et impliquant des morceaux d'histoire inestimables. Les accusations portées contre Rick Harrison dressent un sombre tableau d'activités criminelles traversant les frontières internationales à travers un réseau de sociétés écrans basées à Malte, au Panama et en Suisse. On a affirmé que ce réseau complexe impliquait non seulement de riches collectionneurs, mais aussi des syndicats du crime organisé opérant dans l'ombre des secteurs culturels et financiers. Les autorités ont découvert une multitude de documents internes, de courriels cryptés, de relevés bancaires et de témoignages de chômeurs, tous indiquant que d'importantes sommes d'argent affluaient dans le système via l'achat et la revente illicite d'objets inestimables à des acheteurs du monde entier. Rick a été accusé d'avoir orchestré, ou à tout le moins sciemment permis, que cette opération se déroule dans les murs de son propre prêteur sur gage. Dans un premier temps, il a nié ces allégations avec une confiance inébranlable. Évitant les interviews avec la presse, Rick n'a publié qu'une déclaration laconique par l'intermédiaire de son avocat « Nous opérons de manière transparente, légalement et en totale conformité avec les réglementations de l'industrie ». Cependant, son silence n'a fait qu'approfondir la méfiance et la suspicion du public. Pour de nombreux fans de Le Prix de l'Histoire, Rick est resté l'homme d'affaires charmant et éthique qu'ils avaient connu à la télévision. Ils le considéraient comme un entrepreneur avisé, aimant s'amuser et qui respectait les règles. Pourtant, les médias n'ont pas tardé à dresser un portrait très différent de lui. L'homme qui avait été le visage d'un empire prospère de prêteurs sur gage était désormais décrit comme la figure de proue d'une machine sophistiquée qui exploitait la culture à des fins lucratives, se cachant derrière l'image brillante d'une émission de télé-réalité bien aimée. L'opinion publique se divise en deux camps opposés. Une faction sympathisait avec Rick, le considérant comme un homme ordinaire qui avait été injustement ciblé par un système corrompu simplement en raison de sa renommée et de sa fortune. L'autre camp le considérait comme un homme d'affaires avisé qui naviguait habilement dans les eaux troubles entre la légalité, l'illégalité et la moralité, connaissant très bien les failles qu'il exploitait pour son propre gain. Alors que la pression montait, le FBI a perquisitionné le Gold et Silver Pawn Shop début 2019.
Les caméras qui capturaient autrefois des transactions à enjeux élevés ont désormais enregistré des agents saisissant des documents, des ordinateurs, des artefacts et de grandes sommes d'argent dans une arrière-boutique cachée. Cette scène dramatique a brisé l'illusion de le prix de l'histoire comme un spectacle sain et réconfortant et a exposé une réalité plus sombre et plus complexe. Lorsque les accusations officielles ont été rendues publiques, l'impact a été immédiat et profond. Rick a été accusé d'évasion fiscale fédérale, de blanchiment d'argent par l'intermédiaire de sociétés offshore, de trafic d'objets volés et d'utilisation de comptes bancaires pour dissimuler des revenus illicites. Chacune de ces accusations était passible de peines potentielles allant de 10 à 25 ans et, une fois combinées, elles dressaient un sombre tableau d'un avenir dans lequel Rick ne reverrait peut-être plus jamais la liberté. Les analystes juridiques n'ont pas tardé à intervenir. Certains ont fait valoir que l'affaire était devenue trop politisée et que Rick était utilisé comme bouc émissaire pour envoyer un message plus large sur les dangers de l'exploitation culturelle. Pendant trop longtemps, les élites financières et médiatiques ont exercé leur pouvoir sans contrôle, affirme-t-il. Les proches de Rick l'ont décrit comme dévasté, aux prises avec l'insomnie et se sentant trahi par ceux en qui il avait confiance. Pourtant, des rumeurs suggéraient également qu'il se préparait à répondre, non pas en termes juridiques, mais à un niveau plus personnel, faisant directement appel au public avec ses émotions et son humanité dans le but de faire évoluer le récit en sa faveur. Et c'est ce qu'il a fait. Rick a choisi de s'exprimer dans un moment de défi personnel inattendu au cours de la procédure judiciaire. Sa déclaration, qui allait en fin de compte définir son sort, a été prononcée non pas dans le langage juridique de son équipe de défense, mais du plus profond de son cœur. Il était déterminé à faire entendre sa voix au monde. Le jour de son audience de détermination de la peine est devenu un spectacle. Le palais de justice fédéral du Nevada était bondé, la tension dans l'air était palpable. Les journalistes faisaient la queue à l'extérieur tandis que les partisans de Rick, certains brandissant des pancartes de solidarité, se tenaient debout avec de l'espoir dans les yeux. De l'autre côté, ses détracteurs s'emparaient silencieusement des copies de l'acte d'accusation, les brandissant comme preuve des crimes présumés de Rick. À l'intérieur, Rick était assis à la table de la défense, le visage las et marqué par le bilan que le procès lui avait fait subir. Après près de 2 ans d'enquête et des mois d'audience, c'est le moment qui va changer à jamais le cours de sa vie. Le procès avait déjà approfondi le cœur des accusations, en examinant les transactions financières, les preuves matérielles accablantes et les témoignages de ceux qui avaient été entraînés dans le stratagème. Mais maintenant, tous les regards étaient tournés vers Rick. Que dirait-il ? Pourrait-il convaincre le tribunal ou le public de son innocence ? L'avocat de Rick, un professionnel chevronné possédant des décennies d'expérience dans des affaires pénales très médiatisées, a adopté une approche inattendue. Plutôt que de tenter de discréditer les preuves, il s'est concentré sur le personnage de Rick et l'héritage qu'il avait bâti. La défense a fait valoir que Rick n'était pas un cerveau criminel, mais plutôt un homme qui avait été pris dans un système beaucoup plus vaste et plus corrompu, un système qu'il n'avait jamais pleinement compris. Il était une victime, pas un bourreau. Rick est un fils, un père, une icône de la télévision et un bon citoyen. Sa prétendue culpabilité ne justifie pas la ruine de sa vie entière, a soutenu avec passion l'avocat devant le jury. Mais c'est Rick qui a volé la vedette. Après avoir obtenu l'autorisation de s'adresser une dernière fois au tribunal avant la lecture de la sentence, il s'est levé. Une feuille de papier froissée à la main, il croisa les yeux du juge et commença à parler d'une voix qui oscillait entre désespoir et détermination. « Je ne suis pas ici pour demander grâce », a déclaré Rick, la voix brisée. « Je suis ici pour dire la vérité, que je sois sauvé ou non. » La salle d'audience tomba dans un silence inquiétant. « J'ai été piégé », a-t-il poursuivi, la voix brisée mais ses paroles lourdes de conviction. « Ce n'est pas un crime, c'est une conspiration. Non pas parce que j'ai fait quelque chose d'illégal, mais parce que j'ai eu trop de succès, trop de visibilité. J'ai refusé de céder aux forces obscures de cette industrie. » Rick fit une pause, son regard balayant la pièce et se croisant dans les yeux de sa famille. Sa femme, retenant ses larmes, lui fit un léger signe de tête d'encouragement, tandis que son fils, Cory, lui serrait fermement la main, un mélange de défi et d'impuissance dans les yeux. Rick reporta son attention sur le juge. « J'ai bâti un héritage de mes propres mains », a-t-il déclaré, sa voix gagnant en force. « J'ai fait croire aux gens que l'histoire ne se trouve pas seulement dans les livres, elle est à portée de main, dans les pièces de monnaie, les objets anciens, les cartes. Et maintenant, ils me traitent de criminel. » Sa voix faiblit une fois de plus. « Ils ne m'accusent pas pour les objets que j'ai vendus. Ils m'accusent parce que j'ai refusé de les vendre.
J'ai refusé que la série soit commercialisée d'une manière que je trouvais contraire à l'éthique. J'ai refusé d'être manipulé. Et pour cela, ils ont transformé tout ce que j'ai construit en quelque chose de sale, de criminel. Je n'ai pas défendu la cupidité, j'ai défendu l'héritage de ce que j'ai créé. Pendant un instant, Rick resta silencieux, le poids de ses mots suspendus dans l'air. La salle d'audience est restée immobile, la tension presque insupportable. Si je dois passer le reste de ma vie derrière les barreaux, conclut tranquillement Rick, alors laissez-moi dire ceci, je ne regrette pas d'avoir vécu avec intégrité. Je ne regrette pas d'avoir tenu bon. Je regrette seulement de ne pas être préparé à un monde où la vérité n'a plus de valeur. Sur ces derniers mots, il baissa la tête. Un journaliste de Le Gardien plus tard, il a décrit ce moment comme celui d'une tragédie moderne, une personnalité publique refusant de s'effondrer mais lançant plutôt un dernier et déchirant plaidoyer pour la vérité. Après une brève pause, le juge est revenu pour annoncer la peine, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La décision était claire, les violations répétées de Rick, les dommages considérables causés et le manque de preuves concluantes prouvant sa dissociation totale des crimes laissaient au tribunal peu de choix. Alors que les caméras se concentraient sur lui, Rick ne s'est pas effondré. Il se tenait grand, ajusta sa veste de costume et embrassa son fils dans un moment silencieux de défi, le poids du moment étant évident dans ses yeux. En quelques heures, la déclaration de Rick est devenue virale. Sur des plateformes comme Twitter, TikTok, Reddit et divers forums juridiques, des débats ont éclaté. Rick disait-il la vérité, ou s'agissait-il de sa dernière tentative d'influencer l'opinion publique avec un plaidoyer profondément émotionnel? Les experts sont intervenus, analysant son langage corporel, son attrait émotionnel et son utilisation calculée de l'héritage pour susciter l'empathie, détournant ainsi l'attention des preuves accablantes présentées au tribunal. Le monde regardait, mais l'avenir de Rick était déjà scellé. La vérité, quelle que soit la validité de ses déclarations, est que Rick Harrison a réussi à réaliser quelque chose de remarquable, il a déclenché une conversation à l'échelle nationale. Les objets saisis dans son magasin ont rapidement disparu du centre des discussions. Les entités offshore qui étaient auparavant sous le feu des projecteurs ont été reléguées au second plan. Ce qui a véritablement dominé le dialogue public, ce sont l'émotion, les larmes et la désormais tristement célèbre déclaration « Je ne regrette pas d'avoir vécu honnêtement ». Ce fut le catalyseur qui donna naissance à une vague de théories du complot, alimentée par l'incertitude, la foi et la peur persistante que des puissances invisibles puissent manipuler la balance de la justice. Mais contre qui, exactement, Rick est-il confronté? Peu de temps après la diffusion d'une vidéo en larmes dans laquelle Rick Harrison proclamait « J'ai été piégé », une vague de théories du complot a commencé à s'installer. Ces théories, autrefois considérées comme des éléments marginaux liés à des affaires médiatiques très médiatisées, sont rapidement devenues le cœur du débat public autour du sort de Rick Harrison. Il ne s'agissait plus seulement de rumeurs sans fondement, mais de théories ancrées dans des détails curieux qui, une fois reconstituées, formaient un récit étonnamment cohérent. La plus importante de ces théories suggère peut-être que le refus de Rick de vendre les droits de son histoire à un énorme conglomérat médiatique a fait de lui la cible d'une campagne soigneusement orchestrée destinée à ruiner son image publique. Cette théorie remonte à 2021, lorsque les producteurs ont cherché à modifier l'orientation de son émission, la rendant plus commerciale et élargissant sa portée aux marchés asiatiques. Ils voulaient également concéder sous licence l'image de Rick pour des produits de collection et augmenter la visibilité des produits présentés dans les épisodes. Selon des sources proches de l'équipe de production, Rick aurait résisté à ces changements. Il pensait que la série devait rester fidèle à ses racines éducatives et authentiques plutôt que de devenir une simple machine à gagner de l'argent. Les théoriciens affirment que cette opposition a marqué le début des troubles de Rick. Peu de temps après, il a été soumis à un contrôle fiscal exhaustif, d'anciens alliés du monde des affaires lui ont tourné le dos et les médias ont commencé à remettre en question la transparence de ses pratiques commerciales. Ils affirment que rien de tout cela ne peut être une simple coïncidence. Une théorie plus sombre a également émergé, suggérant que Rick aurait refusé de s'impliquer dans un vaste réseau mondial de contrebande d'antiquités. Un utilisateur de Reddit, qui prétend avoir infiltré le monde des collectionneurs internationaux, a déclaré que Rick avait été approché par des intermédiaires lui proposant des objets provenant de régions comme le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est et l'Afrique du Nord, des régions riches en reliques historiques mais comportant de hauts risques juridiques. Le plan, selon la théorie, était d'utiliser le magasin Rick's et son nom réputé pour blanchir ses articles douteux. Grâce à sa connaissance approfondie de l'histoire et du droit des antiquités, Rick aurait carrément refusé l'offre. À partir de ce moment, il est devenu un handicap, quelqu'un qui en savait trop.
plutôt que de recourir à une violence manifeste, les responsables de l'opération auraient choisi une méthode plus subtile, recourir à la loi et aux médias pour le faire taire. Cela soulève la question centrale, y a-t-il des vérités dans ces théories? Rick Harrison a, à plusieurs reprises, ouvertement critiqué la commercialisation croissante de la télé-réalité. Dans une interview en 2019, il a déclaré « Non, j'ai fait ce programme pour devenir une star. Je l'ai fait pour éduquer. Si j'arrive à intéresser un jeune de 15 ans à l'histoire parce qu'il m'écoute parler d'un sabre de samouraï, c'est pour moi une réussite. » À l'époque, ces propos avaient été applaudis, mais avec le recul, certains y voient désormais une forme de résistance contre les forces puissantes qui cherchent à tirer profit de l'industrie télévisuelle. Dans le monde des antiquités, ou les manuscrits anciens, les vases ou les masques tribaux peuvent valoir des milliards, il est possible que ces objets soient liés à des activités illégales, pillages, fouilles illégales et même financement du terrorisme. Rick, en tant qu'évaluateur professionnel, est sans aucun doute au cœur de ce monde. L'aspect le plus troublant et le point central de la troisième théorie du complot tourne autour de la prétendue connaissance de Rick des transactions clandestines à Las Vegas. Certains théoriciens suggèrent que Rick a mis au jour des preuves de stratagèmes de blanchiment d'argent déguisés en transactions antiques. Les puissants secteurs économiques de la ville, des casinos aux bijouteries en passant par les banques, s'appuieraient sur la valeur d'objets rares, souvent difficiles à liquider. Grâce à la vaste expertise de Rick et à son rôle dans des centaines de transactions chaque année, il aurait tenu des registres méticuleux sur la provenance, la valeur et la propriété d'innombrables artefacts. La théorie soutient que Rick aurait pu découvrir, et peut-être même détenir des preuves, des transactions financières illicites liées à ces objets. Si c'est vrai, le moyen le plus efficace de le neutraliser serait d'utiliser le système juridique pour le faire taire sans trop attirer l'attention. Pourquoi ces théories trouvent-elles un écho si profond auprès du public? Premièrement, c'est parce que beaucoup veulent encore croire en l'innocence de Rick. L'idée selon laquelle une personnalité bien aimée de la télévision à un homme connu pour son honnêteté et son expertise pourrait être coupable d'actes répréhensibles remet en question le récit réconfortant qui nous est cher. Au lieu de faire face à la vérité troublante selon laquelle même les bonnes personnes peuvent faire de mauvais choix, le public est plus enclin à s'accrocher à la conviction que Rick est une victime, un homme injustement persécuté. Ce récit procure un sentiment de réconfort, permettant au public de conserver une image idéalisée de lui et d'éviter la douloureuse possibilité de trahison. Deuxièmement, Rick lui-même a habilement exploité ces théories du complot pour faire avancer son propre récit. Dans sa déclaration au tribunal, il a non seulement défendu son innocence, mais a aussi subtilement semé le doute, faisant allusion aux forces médiatiques et aux entités invisibles qui tentaient de le détruire. Ces mots ont touché une corde sensible auprès d'un public familier avec les histoires d'hommes innocents lésés par des puissances obscures. Manipulateur chevronné des médias, Rick sait exactement quoi dire pour non seulement se défendre légalement, mais aussi pour susciter la sympathie du public. Les experts ont souligné que l'un des dangers des théories du complot est qu'elles n'exigent pas de preuves concrètes, elles se nourrissent de la suspicion et du doute. C'est ce qui les rend si puissants. Lorsqu'une personne est jugée devant un tribunal, mais que le public choisit d'ignorer les preuves en faveur de théories non fondées, nous entrons dans une ère périlleuse où les émotions, et non les faits, façonnent le récit. Cela ne signifie pas nécessairement que Rick est coupable, mais cela souligne l'importance cruciale de faire la distinction entre la sympathie personnelle et la vérité objective. Si Rick doit être tenu responsable, cela doit être basé sur des preuves juridiques concrètes, et pas simplement sur des supplications émotionnelles ou une voix tremblante. Autrement, nous risquons de vivre dans un monde où la justice est influencée par les caprices de l'opinion publique et ne repose pas sur l'état de droit. En conclusion, les théories complotistes entourant Rick Harrison mettent en lumière non seulement la complexité de son cas mais aussi un enjeu sociétal plus vaste. La confiance dans les institutions publiques a diminué et, au lieu de cela, la confiance du public se tourne de plus en plus vers les réactions émotionnelles, les spéculations et les récits alternatifs. Que Rick soit coupable ou non, il est devenu le symbole d'une époque où les frontières entre la justice, les médias et l'opinion publique sont de plus en plus floues. Quant à la famille de Rick Harrison, qu'elle le soutienne, qu'elle s'effondre sous le poids du scandale ou qu'elle aille de l'avant malgré les retombées, où le bilan émotionnel de cette épreuve se fait plus vivement sentir à huis clos. Lorsque Rick a été condamné, la première rangée de la salle d'audience n'était pas remplie de journalistes ou de fans mais de sa femme, de ses enfants et de ses proches. Ils sont restés silencieux, ne s'engageant pas dans la frénésie médiatique, mais leur présence discrète a soulevé une question plus profonde: où était la famille de Rick lors de sa chute? Corey, Bigos, Harrison, son fils et partenaire commercial, s'est retrouvé sous les projecteurs après la condamnation de Rick. Cependant, après le verdict,
Cory a disparu de la scène publique, il n'a pas donné d'interview, n'est pas apparu lors d'événements publics et n'a même pas fait de déclaration sur les réseaux sociaux. Certains ont interprété son silence comme le signe de son propre effondrement émotionnel, peut-être en prenant ses distances pour protéger sa réputation et ce qui restait de l'entreprise familiale. Mais selon des sources proches de la famille, le silence de Cory était enraciné dans quelque chose de plus profond, la douleur. Il croyait toujours au caractère de son père, mais les preuves accablantes étaient trop nombreuses pour être ignorées. Cory était déchiré entre sa loyauté envers sa famille et son sens des responsabilités envers l'entreprise et la marque qui était devenue un nom bien connu. L'épouse de Rick, qui l'avait soutenu pendant les jours glorieux de Étoile de Pion, ne s'est exprimée publiquement qu'une seule fois après le procès. Sa brève déclaration « Je pense que Rick est un homme bon, mais même les hommes bons peuvent se perdre » a été largement citée. C'était une réponse sincère et équilibrée. Elle n'a pas défendu Rick aveuglément, ni l'a mis de côté. Au lieu de cela, cela reflétait une femme qui avait partagé sa vie avec Rick et qui devait maintenant accepter l'effondrement public de sa personnalité. D'autres membres du Étoile de Pion, les acteurs, tels que Shinley et les autres membres du personnel, se sont également retirés de la scène publique. Cela a amené beaucoup de gens à se demander, se préparaient-ils pour un avenir sans Rick, ou attendaient-ils simplement que la tempête passe avant de décider de leur prochain mouvement? Au-delà de la tension émotionnelle qui pèse sur la famille de Rick, une autre question cruciale est apparue, que va devenir le Gold et Silver Pawn Shop? Pendant des années, ce n'était pas seulement une entreprise, c'était un monument culturel à Las Vegas. Les touristes affluaient non seulement pour acheter et vendre, mais aussi pour rencontrer Rick, prendre des photos avec Cory et découvrir le monde de Pawn Stars. Aujourd'hui, la réputation de Rick étant ternie, nombreux sont ceux qui se demandent si le magasin peut continuer à fonctionner comme avant. Les experts du secteur sont sceptiques, avertissant que sans une réinvention rapide de la marque, le magasin pourrait disparaître de la scène touristique de Las Vegas d'ici un an ou deux. Une marque si profondément liée à la personnalité d'un seul individu se trouve à la croisée des chemins, soit elle doit évoluer, soit elle succombe à un déclin inévitable. La question pressante est désormais la suivante, qui se chargera de piloter cette transformation? Sera-ce Cory? Mais est-il vraiment prêt à assumer ce rôle monumental? Plus important encore, possède-t-il la force et la détermination nécessaires pour se libérer de l'ombre imposante projetée par un père devenu à la fois une légende et un homme condamné? La réponse à ces questions reste incertaine. Cependant, une vérité indéniable émerge, la famille Harrison se trouve à un moment charnière de l'histoire. Chaque décision qu'ils prendront déterminera non seulement leur avenir, mais façonnera également la manière dont le monde se souviendra d'eux. Seront-ils salués comme ceux qui ont réussi à perpétuer l'héritage, ou seront-ils considérés comme ceux qui ont vacillé sous son poids écrasant? Le 6e procès, la perception du public soulève encore une autre question pressante, quelle larme était vraiment sincère? L'effusion d'émotions de Rick Harrison lors de sa comparution devant le tribunal ne peut être ignorée. Sa déclaration a déclenché une vague de réactions qui ont dépassé la simple sympathie, divisant l'opinion publique en deux. Une faction le considérait comme une victime de forces sinistres, tandis que l'autre l'accusait de recourir à la manipulation émotionnelle pour éviter de rendre des comptes. Sur les réseaux sociaux, des hashtags ont émergé, ressemblant à des slogans politiques, #Justice for Rick, #QuasIncriminated, #FreeRickHarrison. Des millions de personnes ont partagé les images en larmes de Rick alors qu'il prononçait ces derniers mots avant le prononcé de la peine, chacun aux prises avec la sincérité de son émotion. Ce qui était autrefois une page consacrée aux moments humoristiques de Pawn Stars s'est transformé en une plateforme de défense juridique, remplie d'analyses de l'affaire, de citations de lois et d'accusations de complot entourant sa condamnation à perpétuité. Les débats autour du cas de Rick devenaient de plus en plus animés de jour en jour. Les médias traditionnels, tels que CNN, Fox News et NBC, ont commencé à examiner le comportement de Rick d'un point de vue technique, analysant son langage corporel, ses stratégies rhétoriques et ses potentielles tactiques de manipulation émotionnelle. Certains analystes ont suggéré que la performance émotionnelle de Rick n'était pas entièrement spontanée mais plutôt un mouvement soigneusement orchestré, conçu avec une compréhension claire de son impact psychologique sur le public américain. Son discours semblait suivre un modèle de communication bien défini, visant à trouver un écho auprès de son auditoire. Langage personnel, je suis un père, un travailleur, une inspiration. Langage juridique, j'ai été injustement accusé, pas équitablement jugé. Langage symbolique, je suis l'incarnation du rêve américain, un témoignage d'un succès honnête. Cette structure a transformé ses paroles en plus qu'un simple plaidoyer émotionnel, c'est devenu une manœuvre stratégique,
exploitant la croyance largement répandue selon laquelle le système punit de manière disproportionnée ceux qui osent défier les règles. Pourtant, cette démonstration de vulnérabilité a suscité le doute dans les cercles universitaires, sur les blogs et dans les articles d'opinion. Beaucoup ont suggéré que les larmes de Rick, sa voix étranglée et la souffrance visible sur son visage n'étaient rien de plus que des tactiques bien rodées utilisées par des personnalités puissantes ou des politiciens au PDGO pour reprendre le contrôle d'un récit, en particulier face à d'éventuelles répercussions juridiques. Cela soulève une question essentielle, l'émotion doit-elle être un facteur dans les verdicts judiciaires? Idéalement, la salle d'audience devrait être l'espace où la culpabilité ou l'innocence est déterminée, et non les médias sociaux. Cependant, à l'ère du numérique, les procès publics se déroulent souvent en plein air et, dans de nombreux cas, le jugement du public peut avoir plus d'influence que la décision du tribunal. Alors que des millions de personnes continuaient de participer au procès de Rick par le biais de commentaires et de partages, celui-ci est rapidement devenu un référendum émotionnel, obligeant chaque individu à décider s'il devait faire confiance à la sincérité des larmes de Rick ou aux preuves froides et solides présentées par le FBI. La question pressante est devenue, quelles larmes étaient authentiques? Si Rick est véritablement innocent, sa condamnation représenterait non seulement une grave erreur judiciaire, mais signalerait également un échec moral de la part du système juridique et de la société elle-même. D'un autre côté, s'il est coupable, ces larmes serviraient de leçon de manipulation, créant un dangereux précédent où l'émotion pourrait éclipser la justice. La situation s'est aggravée lorsque les médias ont cessé d'être des observateurs impartiaux et sont devenus des participants actifs au drame. Même des médias respectés ont été pris dans le tourbillon émotionnel, façonnant leur couverture pour attirer des opinions et des partages, souvent en titrant des titres biaisés ou en modifiant les propos de Rick pour les aligner sur des agendas politiques spécifiques ou des préjugés du public. Cette frénésie médiatique a déclenché une réaction en chaîne. L'opinion publique s'est divisée et le concept même de vérité s'est fragmenté. Dans un tel environnement, même le verdict le plus légitime, étayé par des preuves concrètes, pourrait être rejeté comme étant manipulé, biaisé ou peu fiable. Le cas de Rick Harrison a mis en lumière cette réalité complexe. Si personne ne peut affirmer définitivement son innocence, sa culpabilité ne peut pas non plus être établie de manière concluante. C'est dans cet espace trouble entre faits et émotions que le doute fleurit, les complots se multiplient et la confiance de la société dans le système judiciaire commence à s'effriter, comme l'ont noté les psychologues. Rick ne s'est pas contenté de pleurer devant le tribunal, ses larmes étaient le reflet d'une crise culturelle plus vaste, une société qui ne sait plus à qui faire confiance. La chute de Pawn Stars et l'effondrement de la télé-réalité ont eu des conséquences considérables. Lorsque Rick Harrison a proclamé « J'ai été piégé » devant le tribunal, il ne s'agissait pas seulement de la chute d'un homme, cela s'est répercuté sur toute une industrie, ébranlant ses fondations mêmes. Rick n'était pas seulement un participant à la télé-réalité, il était l'un des piliers qui ont contribué à faire de cette émission un phénomène culturel mondial. Sa chute a donc envoyé une onde de choc dans toute une industrie qui avait transformé le quotidien en spectacle. Lorsque Pawn Stars a fait ses débuts en 2009, il a révolutionné la télé-réalité. Contrairement à d'autres émissions remplies de drames scénarisés et de conflits exagérés, Pawn Stars a présenté des interactions réelles et non scénarisées dans un prêteur sur gage où la connaissance, l'éthique et l'humour naturel occupaient le devant de la scène. Rick, son père et son fils n'étaient pas des acteurs, ils étaient simplement eux-mêmes, et c'est cette authenticité qui a captivé le public. Cette authenticité est devenue la pierre angulaire de Pawn Stars, la transformant en une marque mondiale et déclenchant l'essor du ludo-éducatif, une fusion d'éducation et de divertissement. Grâce à l'émission, des millions de téléspectateurs ont découvert l'histoire, la culture et les valeurs humaines à travers des objets apparemment simples comme un vase antique ou un revolver du XIXe siècle. Rick ne se contentait pas d'évaluer des objets, il connectait les gens au récit plus large de l'histoire humaine. Mais lorsque les fondements de la série ont été remis en question, le problème le plus urgent est devenu clair. Pawn Stars peut-il continuer sans Rick? Théoriquement, la série pourrait continuer avec des personnages secondaires comme Cory ou Shirley en tête. Cependant, à la base, Pawn Stars était inséparable de Rick. Il était non seulement le présentateur de la série, mais aussi son âme, celui qui prenait les décisions cruciales qui ont façonné chaque épisode. Autrefois considéré comme l'une des marques de télé-réalité les plus saines exemples de scandales, de violence ou de contenu toxique, Pawn Stars voit désormais son intégrité morale brisée par le système judiciaire. Cet effondrement de l'image de Rick a incité les producteurs à reconsidérer la manière dont ils présentaient la réalité à l'écran. La vérité inconfortable a commencé à émerger, malgré les apparences, la télé-réalité n'est jamais vraiment sans filtre.
Même les émissions apparemment les plus authentiques sont le résultat d'un montage minutieux et d'un récit soigné. Rick Harrison ne faisait pas seulement partie de ce processus, il a joué un rôle dans la construction de sa propre image. Maintenant que sa vie personnelle et professionnelle a été mise à nu par le procès, le public a été contraint de se confronter à une réalité difficile. Voyons-nous vraiment la vraie réalité, ou simplement une version soigneusement construite conçue pour paraître authentique? Le cas de Rick a également soulevé de profondes questions éthiques concernant la télé-réalité. Lorsqu'un individu devient à la fois un personnage et une marchandise dans un produit commercialisé, conserve-t-il le contrôle de sa propre vie ou devient-il la propriété du système qu'il a créé? Alors que le système profite de la vie d'une personne, quelle responsabilité les producteurs portent-ils lorsque cet individu vacille? À la suite de la condamnation de Rick, de nombreux producteurs ont commencé à s'inquiéter des conséquences potentielles pour les marques associées à des personnalités aussi importantes. La chute de Rick a non seulement coûté à Pawn Stars son personnage central, mais a également érodé la confiance du public. Ce qui était autrefois perçu comme une émission sur des personnes réelles et auxquelles on pouvait s'identifier a été entaché par la prise de conscience que même les émissions de télé-réalité les plus authentiques peuvent être construites, mais pas vraies. Cette situation soulève des questions plus profondes sur la nature même de la télé-réalité. Peut-elle un jour être vraiment réelle? Lorsque le public exige que les stars soient plus réelles que la vie elle-même, et lorsque ces êtres humains imparfaits sont soumis à des normes morales irréalistes, tout faux pas peut devenir catastrophique. Le sort de Rick Harrison, qu'il soit coupable ou victime d'un système démesuré, oblige l'ensemble de l'industrie à réévaluer ses pratiques. Dans quelle mesure ce que nous voyons à l'écran est authentique et quelle part est fabriquée? En fin de compte, l'histoire de Rick ne concerne pas seulement la chute d'un homme, c'est un commentaire plus large sur la nature fragile de la réputation dans le paysage médiatique moderne. Cela nous rappelle qu'à une époque où vérité et illusion sont souvent indiscernables, nous devons remettre en question les récits que nous consommons et l'impact qu'ils ont sur ceux qui les vivent. Rick Harrison a peut-être perdu sa liberté, sa réputation et sa crédibilité, mais il a laissé derrière lui un symbole complexe et indélébile, qui persistera dans la conscience publique, débattu et inoubliable. Avec le temps, à mesure que la frénésie émotionnelle entourant l'affaire se calmera, son histoire pourrait perdurer non pas à cause de la vérité qu'elle contient, mais à cause de notre besoin collectif implacable de la comprendre.